si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs. Pendant des siècles, la masculinité s'est construite autour d'une idée simple. Un homme devait être capable de produire, de protéger et de faire vivre sa famille grâce à sa force de travail. Dans les champs, dans l'artisanat ou dans le travail à domicile, beaucoup d'hommes détenaient encore leur propre outil de production, leur rythme de travail et parfois même la transmission de leur métier à leurs fils. Le travail faisait alors partie intégrante de leur identité. Mais avec la révolution industrielle, tout bascule. Les hommes quittent progressivement le foyer pour entrer dans les usines. L'homme devient une pièce interchangeable dans un système beaucoup plus grand que lui. La machine peut faire mieux que le corps humain, plus vite, plus longtemps, sans fatigue. C'est à ce moment-là qu'apparaît une nouvelle figure de la masculinité, celle du père gagne-pain. Désormais, la valeur d'un homme dépend de sa capacité à rapporter un salaire et à rester productif dans un système industriel. Le problème, c'est que cette masculinité est aussi beaucoup plus précaire. Si le travail définit désormais l'identité masculine, alors perdre son emploi revient aussi à perdre une partie de sa valeur sociale. Très vite, les discours sur une prétendue crise de la masculinité commencent à apparaître. Beaucoup pensent que la vie moderne affaiblit les hommes. Les usines, les villes surpeuplées, l'alcoolisme, la pauvreté ou encore le travail répétitif alimentent que la modernité est en train de ramollir les hommes. Face à ces bouleversements, les classes dirigeantes et les élites politiques des sociétés occidentales vont tenter de reconstruire une image forte de la masculinité, afin de préserver l'ordre social et de rassurer des populations en pleine transformation. L'armée, le sport, le patriotisme ou encore la domination coloniale deviennent alors des outils utilisés par les pouvoirs en place pour recréer des modèles virils. Et c'est peut-être ça le vrai point de départ de la masculinité moderne. Un monde où les hommes doivent constamment prouver leur valeur, dans un système capitaliste qui les rend paradoxalement de plus en plus remplaçables, plus elle transforme les hommes en simples rouages interchangeables d'une machine économique qui peut les remplacer à tout moment. Lorsque la guerre éclate en 1914, des millions d'hommes européens sont envoyés au front, souvent par mobilisation obligatoire et non par choix. Avec cette vision traditionnelle de ce que signifie être un homme, fondée sur le courage, la discipline, le patriotisme et le sacrifice. La réalité est que beaucoup de ces hommes n'étaient ni volontaires ni préparés à l'horreur industrielle qui les attendait. Être un homme, c'est aussi être capable de protéger sa nation. La guerre est alors érigée par la classe dominante comme une épreuve ultime de la virilité. Mais une fois arrivé sur le front, cette vision fantasmée de la masculinité s'effondre rapidement face à la réalité de la guerre industrielle. La Première Guerre mondiale n'a plus grand chose à voir avec les conflits du passé. Les hommes ne meurent plus principalement dans des combats rapprochés où le courage individuel peut réellement faire la différence. Désormais, les champs de bataille sont dominés par les mitrailleuses et les bombardements, l'artillerie, les tranchées, les chars et les armes chimiques. Pour la première fois dans l'histoire, la technologie industrielle est utilisée à une échelle massive pour tuer. Et face à cette violence mécanique et technologique, le corps masculin paraît soudainement minuscule, fragile et impuissant. Beaucoup reviennent traumatisés, mutilés, défigurés ou incapables de retrouver une place dans la société. La guerre détruit alors une partie du mythe traditionnel de la virilité héroïque. Et pendant que les hommes combattent au front, la société change à l'arrière pour soutenir l'effort de guerre. Dans de nombreux pays, les femmes remplacent les hommes mobilisés dans les usines d'armement, le transport, les administrations ou les hôpitaux afin de maintenir la production nécessaire à la guerre. Cette transformation bouleverse progressivement les rôles traditionnels de genre. En 1938 sort le film Les Dieux du Stade, réalisé par Leni Riefenstahl autour des Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Officiellement, le film célèbre le sport, la beauté du mouvement et les performances des athlètes. Mais derrière cette esthétique spectaculaire se cache en réalité une immense opération de propagande du régime nazi. À cette époque, Hitler, arrivé au pouvoir 3 ans plus tôt en Allemagne, cherche à redorer l'image de son pays à l'international, après les humiliations de l'après-Première Guerre mondiale. Pour les Jeux Olympiques, le régime met alors en scène une version présentable de l'Allemagne. Les panneaux antisémites sont temporairement retirés des rues, les violences sont moins visibles et le pouvoir tente de donner l'image d'un pays moderne et pacifique afin de rassurer les visiteurs étrangers. Pendant quelques semaines, le régime cherche à faire oublier sa nature profondément antisémite et totalitaire.
C'est dans ce contexte que Les Dieux du Stade prend alors tout son sens. Le film ne montre pas seulement des sportifs, il construit une vision idéalisée du corps humain et surtout du corps masculin. Leni Riefenstahl filme les athlètes comme des statues vivantes, grands, musclés, puissants, presque divins. Grâce au ralenti, au contre-plongé et à une mise en scène extrêmement travaillée, le corps masculin devient un symbole de perfection, de contrôle et de puissance nationale. Cette façon de filmer révolutionne durablement le cinéma moderne et influence encore aujourd'hui les publicités, les films sportifs ou les représentations héroïques du corps masculin. Mais cette obsession pour la force physique n'est pas neutre. Dans une Allemagne marquée par le sentiment de défaite et d'humiliation après 1918, le régime nazi utilise le sport et le corps athlétique pour reconstruire une image de virilité forte, disciplinée et dominante. Pendant que les hommes sont glorifiés comme des figures de puissance et de dépassement physique, les femmes, elles, sont surtout renvoyées à un rôle de mère et de gardienne du foyer. Derrière la beauté des images et de la célébration sportive, le film participe donc à la reconstruction d'un idéal rigide de la masculinité au service du nationalisme et du pouvoir nazi. Après le traumatisme des deux guerres mondiales, l'Occident entre dans une nouvelle époque. L'Europe est détruite, affaiblie économiquement, traumatisée par les massacres et discréditée par la montée des fascismes. Le soldat, autrefois symbole ultime de la masculinité, n'incarne plus le même idéal après les horreurs des tranchées. Et dans ce vide laissé par l'effondrement des puissances européennes, un nouveau modèle commence à dominer le monde occidental, celui des États-Unis. Après 1945, les États-Unis deviennent la première puissance économique, culturelle et militaire au monde. Avec Hollywood, la publicité, la télévision et la culture de masse, les États-Unis exportent progressivement une nouvelle vision de la réussite masculine. Désormais, l'homme idéal n'est plus seulement un guerrier ou un patriote prêt à mourir pour sa nation, il devient un père de famille stable, un salarié modèle, un homme capable de réussir économiquement et de participer pleinement à la société de consommation. C'est alors la naissance du grand idéal de la famille nucléaire hétérosexuelle américaine. Maison individuelle, une voiture, une femme, des enfants et une stabilité économique censée garantir le bonheur. Le capitalisme américain transforme ainsi profondément les critères de la virilité moderne. Hollywood joue un rôle immense dans cette transformation. Le cinéma américain popularise de nouvelles figures masculines. Le businessman élégant, le père responsable, l'homme calme, rationnel et maître de lui-même. Même les héros plus virils restent associés à la réussite individuelle et au contrôle. La masculinité américaine devient une image de stabilité, de discipline et de réussite sociale capable de séduire une grande partie du monde occidental. Mais derrière cette image parfaite se cache déjà une nouvelle forme de fragilité, car cette masculinité repose entièrement sur la performance économique et sociale. La valeur d'un homme dépend désormais de son travail, de son salaire, de son statut social et de sa capacité à maintenir ce modèle de réussite. Autrement dit, l'homme moderne doit constamment prouver qu'il mérite sa place, dans un système fondé sur la compétition et la productivité. Et plus la société promet stabilité et confort, plus la peur de l'échec devient grande. Perdre son emploi, échouer financièrement ou ne pas atteindre les standards de réussite imposés par la société devient alors une menace directe contre l'identité masculine elle-même. Ainsi, après avoir tenté de reconstruire les hommes par la guerre, la discipline et le nationalisme, l'Occident d'après-guerre tente désormais de reconstruire la masculinité à travers le travail, la consommation et la réussite sociale. Mais derrière l'image du rêve américain commence déjà à apparaître une nouvelle crise silencieuse, celle d'hommes dont la valeur dépend entièrement de leur capacité à rester performants dans une société de plus en plus compétitive. Lorsque les États-Unis s'engagent massivement dans le conflit dans les années 60, des milliers de jeunes hommes sont envoyés au front, et souvent contre leur volonté. Dans l'imaginaire américain d'après-guerre, le soldat représente encore une figure de gloire, de puissance et d'honneur hérité de la victoire de 1945. Mais la réalité du Vietnam va profondément briser cette image. Contrairement aux guerres précédentes, le conflit est extrêmement médiatisé. Pour la première fois, les images de soldats traumatisés, de villes détruites, de civils massacrés et de corps mutilés entrent directement dans le foyer américain par la télévision. La guerre cesse d'être une abstraction héroïque, elle devient une violence visible, quotidienne et chaotique. Beaucoup de jeunes soldats découvrent une guerre sans véritable victoire, sans front clair et sans reconnaissance héroïque à leur retour. Le héros américain change alors complètement de visage. Il n'est plus ce soldat glorieux présenté comme l'incarnation parfaite de la virilité, mais un homme brisé, perdu, parfois incapable de retrouver une place normale dans la société. Cette guerre marque aussi un tournant psychologique majeur. Les traumatismes des anciens combattants deviennent beaucoup plus visibles dans la société américaine et participent à faire émerger une nouvelle compréhension des blessures mentales liées à la guerre. 5 ans après la fin de la guerre du Vietnam, en 1980, le trouble de stress post-traumatique est officiellement reconnu dans les manuels de diagnostic de la psychiatrie américaine, le DSM-3. Pour la première fois à grande échelle, la société américaine commence à admettre que les hommes peuvent revenir psychologiquement détruits par la guerre, même sans blessures physiques visibles. Beaucoup de vétérans reviennent incapables de se réadapter à la vie civile, contrairement aux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée, qui avaient été accueillis comme des héros victorieux. Les vétérans du Vietnam reviennent dans une Amérique profondément divisée. Une partie de la population ne voit plus ces soldats comme un symbole de gloire ou de patriotisme, mais comme des représentants d'une guerre injuste et brutale. Les révélations autour de l'utilisation du napalm, de l'agent orange ou encore du massacre de Millet choquent profondément l'opinion publique et détruisent une partie de l'image morale de l'armée américaine.
Beaucoup de vétérans doivent alors porter un double poids, celui des traumatismes psychologiques de la guerre, mais aussi celle du rejet social et de la culpabilité collective associée au conflit. C'est aussi la première fois qu'à une telle échelle, des hommes reviennent du front sans aucune reconnaissance héroïque, dans une société qui ne sait plus vraiment si elle doit les considérer comme des victimes, des héros ou des symboles d'une violence impériale devenue impossible à justifier. Et pendant que l'image du soldat s'effondre, l'Amérique traverse aussi une crise économique sociale majeure. Les années 70 marquent la fin des 30 glorieuses, le chômage augmente, l'inflation explose et la désindustrialisation fragilise des millions d'emplois ouvriers. Pour beaucoup d'hommes, le modèle du père capable de subvenir aux besoins de sa famille devient alors de plus en plus difficile à atteindre, fragilisant encore plus davantage une masculinité construite autour du travail et de la réussite économique. En parallèle, les luttes sociales féministes et LGBT remettent de plus en plus en question les normes de genre traditionnelles et même l'idée d'une masculinité unique et dominante. Les mouvements pour les droits civiques, le black féminisme ou encore le Black Panther Party participent eux aussi à transformer les représentations sociales en rappelant que le modèle dominant du vrai homme occidental s'est historiquement construit autour d'une figure masculine blanche, hétérosexuelle et dominante. Désormais, de nouvelles voix réclament une place dans l'espace public et remettent en cause les hiérarchies traditionnelles. Beaucoup d'hommes ont alors le sentiment de perdre leur ancien repère dans une société qui change de plus en plus. Ainsi, la guerre du Vietnam ne représente pas seulement une défaite militaire ou politique, elle devient un moment où l'image du vrai homme commence à se fissurer profondément dans tout l'Occident. Et cette crise culturelle et identitaire prépare déjà le terrain pour la réaction des années 80, où une partie de la société cherchera à reconstruire une nouvelle masculinité, beaucoup plus agressive, compétitive et obsédée par la performance. C'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir Ronald Reagan en 1981 avec une promesse simple, restaurer la puissance américaine et reconstruire une image forte de l'homme américain. Son slogan « Let's American Great Again » résume parfaitement cette volonté de retour à une Amérique idéalisée, plus conservatrice, plus patriote et plus virile. Et ce retour de la masculinité forte n'est pas seulement politique, elle est aussi profondément culturelle. Avant d'être président, Ronald Reagan vient du cinéma hollywoodien. Ancien acteur, il comprend parfaitement le pouvoir des images de la culture populaire dans la construction des images collectives. Sous l'ère Reagan, Hollywood devient alors un immense outil de reconstruction historique de la masculinité américaine, après l'humiliation du Vietnam et les crises des années 70. Le cinéma américain recommence à produire des héros ultra virils, patriotes, invincibles et physiquement impressionnants. Là où les années 70 montraient des hommes traumatisés, fragiles ou désorientés, les années 80 remettent au centre des figures masculines capables de reprendre le contrôle du monde par la force. Cette transformation se voit directement dans l'évolution du corps masculin au cinéma. Les années Reagan imposent progressivement une nouvelle norme physique. Des hommes extrêmement musclés, dominants et presque surhumains. Le corps masculin devient un symbole de puissance politique et idéologique. Dans un contexte de guerre froide, il ne s'agit pas seulement de divertissement. Ces corps incarnent aussi le retour d'une Amérique forte face à ses ennemis. Des figures comme Sylvester Stallone avec Rambo ou Arnold Schwarzenegger avec The Terminator deviennent les nouveaux modèles de virilité des années 80. Ce ne sont plus simplement des hommes, ce sont presque des machines de guerre. Leur corps gigantesque, hyper musclé et invulnérable symbolise une masculinité obsédée par la domination, le contrôle et la performance physique. Le personnage de Rambo est particulièrement révélateur de cette époque. Ancien vétéran traumatisé du Vietnam dans le premier film, il devient rapidement dans les suites une figure de revanche nationale, un homme seul capable de gagner des guerres que l'Amérique réelle avait perdues. À travers lui, Hollywood réécrit symboliquement le traumatisme du Vietnam en transformant le soldat brisé des années 70 en guerrier invincible des années Reagan. De son côté, The Terminator pousse encore plus loin cette logique. Le corps masculin devient littéralement une machine froide, indestructible et ultra performante. La frontière entre l'homme et la machine commence alors à se brouiller, comme si la masculinité idéale des années 80 devait désormais dépasser les limites humaines elles-mêmes. Best example of this is America's favorite male. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. Notre grande guerre est spirituelle. Notre grande dépression, c'est nos vies. Pendant des siècles, les sociétés ont construit la masculinité autour de grandes épreuves collectives, le travail physique, la guerre, la nation, le sacrifice ou encore la domination sociale. Mais à la fin du XXe siècle, beaucoup d'hommes occidentaux ont le sentiment de vivre dans un monde où ces anciens repères ont disparu.
Ils ne partent plus au front, ne travaillent plus dans les usines, et ne trouvent plus forcément leur identité dans les modèles traditionnels hérités des générations précédentes. Depuis les années 2000, de nombreux personnages masculins deviennent des icônes viriles, alors même qu'ils sont écrits comme des figures profondément brisées. Des personnages incompris, isolés, incapables de trouver leur place dans ce monde moderne, mais récupérés comme modèles par un public masculin. Comme si la culture populaire continuait sans cesse à produire des hommes en crise que beaucoup finissent malgré tout par admirer. Et cette fascination révèle peut-être quelque chose de plus profond. Les grandes guerres modernes n'ont jamais réellement endurci les hommes. De la Première Guerre mondiale jusqu'au Vietnam, les conflits ont laissé derrière eux des générations d'hommes mutilés, psychologiquement détruits ou incapables de retrouver une place stable dans la société. Et pendant longtemps, les sociétés occidentales ont transformé ces traumatismes en récits héroïques, afin de préserver les anciens mythes virils. Le problème, c'est qu'à mesure que ces récits s'effondrent, beaucoup d'hommes modernes se retrouvent face à un vide identitaire immense. Et dans ce vide identitaire, certains cherchent alors des responsables. Les transformations sociales de ces dernières décennies, le féminisme, les luttes sociales, les luttes LGBT, les mouvements antiracistes, ou ce que certains peuvent appeler aujourd'hui le wokisme. Ces transformations qui deviennent pour une partie des hommes les symboles d'un monde où ils auraient perdu leur place dominante. Sur internet, dans les mouvements masculinistes ou dans les discours politiques populistes, cette frustration se transforme parfois en colère dirigée contre les femmes, les minorités ou les mouvements progressistes. La réélection de Donald Trump en 2024, son discours repose largement sur l'idée d'un retour à une Amérique plus forte, plus traditionnelle et plus dominante, presque comme une version politique de la nostalgie masculine présente depuis des décennies dans la culture populaire américaine. Son slogan « Make America Great Again » fonctionne aussi parce qu'il parle à une partie de la population qui a le sentiment d'avoir perdu ses repères sociaux, économiques et culturels, dans un monde devenu plus instable, plus divers et plus égalitaire. Et ce qui est frappant, c'est que ce discours crée une forme de boucle historique avec l'Amérique de Reagan des années 80. Comme Reagan, après les crises des années 60 et 70, les deux hommes émergent dans une période où une partie de la population a le sentiment que les anciens modèles masculins sont en train de disparaître sous l'effet des crises économiques, des transformations culturelles et des avancées des mouvements progressistes. Et dans les deux cas, la réponse proposée repose sur le retour d'une figure masculine dominante, l'homme fort, compétitif, autoritaire et capable de reprendre le contrôle d'un monde perçu comme chaotique. Cette nostalgie d'une masculinité supposément perdue se mélange souvent à des discours masculinistes, à la glorification de la domination ou à l'idée que les hommes seraient désormais menacés par les avancées sociales, comme si, depuis plus d'un siècle, chaque crise de la masculinité finissait toujours par produire le même réflexe politique et culturel, reconstruire des modèles virils, plus durs, pour répondre à l'angoisse du changement.